Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième webinaire de Circular Réno. Je vais peut-être laisser encore un peu de temps aux personnes d'entrer dans la salle. Ce webinaire est organisé en collaboration avec Greenflex, qui est aux manettes techniques de ce webinaire, Camille et Tienan. On attend encore peut-être quelques minutes. Je ne sais pas combien on est dans la salle, je ne le vois pas On a 9 directement. personnes pour l'instant de Ah oui. connectées. On va voir, je pense que les gens vont arriver au fur et à mesure. Et surtout, je suis désolée pour tous les liens. Dès qu'on envoie un Save the Date, ça met automatiquement un lien Teams. Donc, il y a des liens Teams annexes qui se baladent. Je suis désolée si vous avez été piégés par ces liens-là. Écoute, je pense qu'on peut commencer On tranquillement peut l'introduction. commencer? Ok. Et nous rejoindront. Eh bien, bienvenue. Donc, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que Circular Reno, eh bien, c'est un projet Nord-West Europe qui vise en fait à développer des systèmes de façade et de toiture avec des éléments biosourcés. Et donc, ce projet reprend 3 sites pilotes dans 3 pays, la France, les Pays-Bas et l'Irlande. Et il y a également autour de la table la Belgique et l'Allemagne. Et c'est un projet de 3 ans qui se finalise ici en ce mois de juin. Et nous avons donc le plaisir de partager avec vous les conclusions du projet et de parler un peu plus longuement sur en fait 3 thématiques qui nous tiennent à cœur, pour lesquelles on a développé 3 webinaires. Le premier webinaire, il avait lieu fin du mois de mai. On a parlé des filières biosourcées à partir de la biomasse agricole. Aujourd'hui, on va parler de comment réussir le montage d'une filière biosourcée. On va parler un peu un peu plus des aspects financiers. Et pour le troisième webinaire qui a lieu le 10 juin, n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait, mais on parlera de matériaux, de culture et de pratiques agronomiques. Alors aujourd'hui, autour de la table, on va commencer par une intervention sur le financement qui est présenté par Greenflex et Interchanvre. Mais avant ça, quelques petites modalités pratiques peut-être importantes à vous signaler. Si tu veux bien aller à la slide suivante, Camille, voilà. Alors, les petites règles du jour, eh bien, tout simplement, on va utiliser le lever la main pour intervenir. Il y a il y a deux possibilités dans le webinaire ici. Il y a un chat et il y a un question-réponse. Si vous voulez utiliser le chat pour discuter entre vous et le question-réponse pour poster vos questions aux intervenants directement. Alors n'hésitez pas à mettre vos caméras, c'est plus sympa si on se voit. Et n'oubliez pas non plus de couper vos micros. Et en fin de webinaire, ou en tout cas en fin de partie d'intervention, Tienan de Greenflex aura l'occasion de vous soumettre un petit quiz. Alors on revient aux interventions du jour. Donc ce webinaire est divisé en 2 parties. Donc il y a une intervention sur le financement avec Greenflex et Interchanvre. Et à la suite de ça, on aura l'occasion d'entendre autour d'une table ronde des retours d'expérience de la société de construction écologique qui fait partie du Chenley, de la CAVAC, et de Fabien Daniel, qui est un agriculteur belge. Mais c'est peut-être déjà le moment de laisser la parole à nos premiers intervenants, Mathilde Goulamensen et Arnaud Dignan, pour la partie financement. Je vous laisse la parole.
Oui, merci beaucoup. Alors du coup, je vais commencer. Je suis Mathilde Boulamoussane, je travaille chez Cleantech depuis quelques années maintenant et au sein du projet Circular Réno. Et pour parler de projets biosourcés et de filières, comme tout, on va parler financement parce que pour que la filière soit intéressante pour tous les acteurs de la chaîne de valeur, il faut qu'elle soit économiquement viable, voire parfois concurrentielle, ce qui est quand même un défi dans le secteur du bâtiment, où les produits biosourcés sont un peu moins installés, on va dire, que d'autres produits plus traditionnels. Et voilà, on souhaitait parler de crédits carbone qui peuvent être un bon levier pour les acteurs de la filière pour développer ces produits biosourcés et ces bâtiments biosourcés par la suite. Et pour commencer, je vais revenir à la toute base de pourquoi on parle de crédit carbone pour les bâtiments et dans le cadre des matériaux biosourcés dans les bâtiments. Donc, on est vraiment à la base sur le stockage carbone. Vous le savez ou peut-être pas, mais lorsque les plantes grandissent, c'est la photosynthèse, pour grandir, se développer, elles ont besoin d'absorber du CO2. Et donc ce CO2 reste dans les plantes, c'est ce qu'on appelle le stockage carbone. Donc il est présent dans la biomasse, comme les troncs, branches, les racines, le sol, tout ce qui est lié à ces plantes. Et c'est ça que l'on valorise, c'est le fait de stocker ce carbone-là. Il y a une petite distinction entre le stockage carbone et les crédits carbone, qui est, je vais se mettre juste après. Si tu veux, je Merci pense que tu beaucoup. peux reprendre le contrôle. Je peux reprendre le contrôle? Oui, Très bien. j'imagine. Oui, je peux reprendre le contrôle. Pardon, c'est un terme technique. Super. Donc, le stockage carbone, là, on va parler de ce qu'il y a à gauche. Ce sont des pratiques qui stockent le carbone pendant au moins 35 ans. Et on va parler ici des marchés du carbone, des crédits carbone qui sont volontaires. Et je voulais faire cette distinction parce que on a beaucoup entendu parler en Europe des marchés du carbone qui, là, traitent de l'élimination du carbone. Ce sont des crédits carbone qui sont réservés à des grosses industries et on est sur le marché obligatoire. Donc ça, c'est le marché des ETS au niveau européen. Et nous, on parle vraiment ici du marché volontaire, donc voilà, qui concerne notamment les matériaux biosourcés. Et donc, là, si je passe la slide, ça va pas tout le monde. Non, Je vais pas. faut que je synchronise. Très bien. Donc là, on va parler de ce stockage-là de 35 ans ou plus. C'est que donc une fois que la plante s'est développée et a stocké du carbone, ce carbone en fait va rester au sein de la plante et tout au long du cycle de vie, donc que ça soit dans la fabrication des produits, au moment du chantier, à l'utilisation du bâtiment et à la fin de vie du bâtiment. Donc l'utilisation du bâtiment qu'on utilise en termes carbone, c'est simplement pour dire tout le moment où les gens habitent un bâtiment, les bureaux, le moment où le bâtiment est construit et utilisé. Et puis la fin de vie arrive généralement, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire bien après 35 ans pour un bâtiment, mais pour une fin de vie de matériaux par exemple, ça peut être au cours d'une rénovation, etc. Mais du coup c'est pour ça qu'on parle de stockage carbone, du carbone contrairement à des matériaux type ciment, etc., qui ont besoin de beaucoup, ils sont très énergivores et qui produisent beaucoup de CO2 au moment de la construction. Là, on est sur quelques process qui ont besoin d'énergie, mais le matériel de base, le matériau de base, lui, en stock. Et c'est ça qui est valorisé dans les crédits carbone. Euh, je passe. Donc, merci. Le marché du carbone volontaire, c'est, comme je le disais par rapport au marché européen, il n'existe pas de réglementation légale actuellement, il n'y a pas d'obligation pour les entreprises pour acheter sur ce marché. C'est simplement un endroit qui permet à des porteurs de projets de faire valoriser les efforts qu'ils font. Donc là, on est sur des efforts dans le secteur du bâtiment. Il existe également des crédits carbone pour d'autres secteurs, typiquement le secteur de l'agriculture pour des pratiques d'agroécologie ou d'agroforesterie. C'est un certain type de crédit carbone. Et voilà, sur le bâtiment, c'est un petit peu moins développé à date, mais il est possible de développer, de valoriser ces efforts qui sont faits. Et sur la slide juste après, on a les différents acteurs. Donc voilà, ces crédits carbone, ils peuvent être bénéfiques et peuvent rapporter du financement à différents acteurs. Et premièrement, les porteurs de projets.
Cela peut être des agriculteurs, des fabricants de produits, enfin de matériaux de construction, ou bien les constructeurs, donc les maîtres d'œuvre qui mettent en œuvre le bâtiment. Donc, pour éviter tout système de double comptage, si par exemple un fabricant de matériaux biosourcés produit des crédits carbone et valorise des crédits carbone, le constructeur du bâtiment ne pourra pas le faire par la suite. Il y a un crédit carbone pour une tonne de carbone stocké, on ne peut pas émettre plusieurs crédits carbone pour une seule tonne, mais le but, c'est que ce marché permette à tout le monde d'y trouver son compte, entre guillemets, ou dans une chaîne de valeur qui fonctionne assez bien, le fait que le fabricant de matériaux ait des revenus grâce au crédit carbone, ça lui permet d'une part d'acheter la matière première un peu plus chère à l'agriculteur et d'autre part de la vendre un peu moins cher au maître d'œuvre, ce qui fait que ce qui pourrait favoriser la construction du biosourcé par rapport aux matériaux classiques. Donc ça, ce sont pour les porteurs de projets. Et donc, il y a d'autres personnes, d'autres acteurs dans cette chaîne de valeur-là, les développeurs de méthodologie. Et juste après, je reviendrai sur les deux françaises qui sont Rainbow et le label bas carbone, mais on vous en a mis d'autres. Il y a également les acteurs qui sont des tiers indépendants qui certifient que les projets correspondent bien à la méthodologie. Donc, ce sont ce qu'on a appelé ici les octroyeurs de crédit. Et puis, les acteurs qui sont sur le marché et qui essayent de mettre en relation les vendeurs de crédit carbone et les potentiels acheteurs. Pareil, on vous en a mis plusieurs exemples. Et on vous a mis une petite flèche en bas, disons un processus entre le moment où on souhaite suivre une méthodologie, certifier les tonnes stockées, jusqu'au moment où on vend un crédit carbone. Cela peut prendre entre 3 mois et 2 ans, ce qui, je l'accorde, est une grande chaîne temporelle. Mais voilà, on a préféré viser large. Et donc, comme je vous en parlais, je vais juste développer sur deux méthodologies, qui sont les deux méthodologies françaises, donc Rainbow Standard et le label bas carbone. Je vais la faire assez courte, mais ce sont deux. La première est privée, donc Rainbow Standard, ils sont privés, et ils font davantage de crédits carbone qui sont liés aux matériaux de construction et qui du coup reviennent aux fabricants de matériaux. Le label bas carbone, lui, est un cadre public, enfin, c'est une certification publique, et on est plutôt au niveau du bâtiment. Ils ont deux méthodologies, le bâtiment neuf biosourcé qui valorise l'utilisation de biosourcés et la méthode rénovation qui valorise le réemploi et puis la performance énergétique, qui est également valorisée dans la méthode bâtiment neuf biosourcé, bien sûr. Donc voilà. Et donc je vous ai fait moi une introduction qui parle qui parle du crédit carbone, notamment dans le bâtiment et pas mal au niveau du constructeur, enfin du fabricant de matériaux et du constructeur. Mais il existe d'autres modèles économiques, on ne va pas tous les faire aujourd'hui, mais Arnaud Vignan va vous parler juste après moi des paiements pour services environnementaux qui, eux, interviennent un peu plus tôt dans la chaîne de valeur. Mais je laisse Arnaud développer. C'est ça. Merci beaucoup de me passer la parole. Bonjour à tous. Je vais tout d'abord partager mon écran avant de présenter toute autre chose. Hop. Est-ce que Pour l'instant, on vous voit en voyez tous mon Ah, écran? super, on voit en plein écran, c'est parfait. C'est parfait. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Arnaud Dignan. Je suis chargé de mission au sein d'Interchanvre, donc qui est l'interprofession du chanvre industriel français. Et en effet, je fais suite à la présentation pour moi présenter une solution de financement au sein de notre filière qui permet d'améliorer la marge à l'hectare pour nos producteurs et qui me permet donc de structurer la filière durablement. Donc, pour commencer, je vais vous présenter un peu ce qu'est Interchanvre et la filière chanvre française. Donc, Interchanvre, c'est l'interprofession du chanvre industriel français. C'est une interprofession qui a été créée en 2003 et c'est ainsi l'instance représentative de la filière chanvre française, autant auprès de l'État français qu'auprès de l'Europe. Grâce à cette représentativité, Interchanvre est justement en charge de dresser une stratégie pour la filière, appelée plan filière, qui est validée par deux ministères, donc le ministère de l'Agriculture et le ministère des Finances.
La filière chanvre, c'est une filière qui a la particularité d'être intégrée, c'est-à-dire qu'elle appartient 100% aux agriculteurs et majoritairement aux coopératives. Et cela se ressent au sein de notre conseil d'administration, qui est donc organisé en deux collèges, un collège des producteurs, la FNPC, et un collège des transformateurs, l'UTC, qui sont réunis autour d'une même mission, qui est d'apporter de la valeur ajoutée aux producteurs, et on va vous montrer comment on parvient à faire cela. Avant d'avancer dans le PSE, je vais vous présenter un peu la plante de chanvre assez rapidement, mais il faut savoir que la filière chanvre est une filière vertueuse et locale, puisque pour la culture de chanvre, on n'a besoin d'aucun produit phytosanitaire, donc pas d'insecticides, d'herbicides ni de fongicides. Dans 99% des cas, c'est une culture qui n'a pas besoin d'irrigation, et c'est une culture qui ne génère aucun déchet, puisque toute la plante est valorisée. C'est aussi une plante qui, via la forte biomasse qu'elle génère, elle permet de capter du CO2 et on estime 9 à 15 tonnes de CO2 par hectare et par an. Donc elle répond parfaitement aux trois piliers du développement durable, via des aspects écologiques, on le voit, via des aspects économiques et la création de valeur qu'elle permet, et des aspects sociaux, notamment via la création d'emplois locaux, par exemple. C'est une plante qui a de nombreuses débouchés et en fait, on valorise deux grandes parties dans la plante de chanvre. La graine, aussi appelée chènevis, qui historiquement partait essentiellement en alimentation animale, mais qui de plus en plus tend vers des marchés à forte valeur ajoutée, notamment l'alimentation humaine et la cosmétique. On a aussi la paille, desquelles découlent après des fibrages deux éléments. La chaîne vote, c'est vraiment l'intérieur de la tige, vraiment le bois du chanvre, qui peut être valorisé dans le secteur de la construction, notamment via du granulat pour le béton de chanvre, mais aussi sur des marchés à plus gros volume, notamment la litière animale et le paillage horticole. Sur la fibre, les marchés qui font les volumes sont les papiers spéciaux, mais on a aussi des marchés à forte valeur ajoutée tels que l'isolation, la plasturgie, les textiles ou même les géotextiles. Et enfin, on a un sous-produit de la transformation, qui est la poussière et la fine, qui sont valorisés en énergie et en compost. L'organisation un peu de la filière, elle se structure autour des entreprises de première transformation appelées chanvrières. On en a 7 qui sont actives aujourd'hui, avec 4 nouvelles chanvrières qui sont en cours de création. Et tous ces acteurs industriels génèrent un chiffre d'affaires de 151 millions d'euros. En France, on cultive 24 600 hectares qui sont répartis géographiquement dans un rayon d'environ 100 km autour des chanvrières, et ce qui fédère in fine 1850 agriculteurs et 300 salariés en chanvrière. C'est une filière qui est en pleine dynamique, la filière chanvre, puisqu'on a eu 128 millions d'euros investis sur les entreprises existantes et 70 millions d'euros investis sur des projets de deuxième transformation. Et enfin, 6 millions d'euros investis en R&D sur les 5 dernières années. Une filière, on l'a dit, dynamique, puisqu'elle a triplé ses surfaces en 10 ans pour atteindre 24 600 hectares en 2025, je vous l'ai dit. Et l'objectif prochain, c'est de doubler les surfaces sur les 5 prochaines années. Et donc, pour parvenir à faire ça, c'est pour ça que la filière a monté un PSE, donc le PSE chanvre. Et par PSE, on entend prestation pour services environnementaux. Le PSE, c'est un outil qui vient rémunérer les agriculteurs pour des actions qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des bénéfices. Donc ça, c'est la définition très terre à terre. Nous, on a considéré que le chanvre était une de ces actions vertueuses et on va vous montrer pourquoi et comment ça se structure au sein de la filière. Donc, le chanvre est une de ces actions vertueuses puisque c'est une des plantes qui coche le plus de cases de la politique RSE des entreprises, puisqu'elle répond à 10 des 17 objectifs de développement durable qui ont été développés par l'ONU. Et nous, on est parti de ces 10 ODD et on en a retenu 3 ODD mesurables et quantifiables, desquels on a pu tirer des indicateurs quantitatifs. Des indicateurs quantitatifs dont les formules de calcul ils ont été certifiées par des organismes tierces, notamment l'INRAE ou Locatia qui nous a aidé à créer ce PSE. Donc, un premier indicateur, c'est autour de l'eau. Il faut savoir, donc, via son aspect zéro irrigation, que le chanvre il permet des économies d'eau à l'hectare
en comparaison des cultures auxquelles il se substitue. Et on estime les économies d'eau d'environ 133 mètres cubes d'eau par hectare. Aussi, via l'aspect zéro phytosanitaire, le chanvre, il induit des économies dans les coûts de traitement au niveau des zones de bassin de captage et on estime à 22,50 € les économies en coûts de traitement. Ensuite, un deuxième indicateur qu'on a analysé, c'est la biodiversité. Toujours via l'aspect aucun traitement phytosanitaire, on peut dire que le vivant, il est préservé et c'est prouvé. On a de nombreuses études qui montrent par exemple des populations d'arachnides ou de carabes qui sont nettement supérieures par rapport à un champ de colza, par exemple. Et quantitativement, ça s'est traduit par les CEPP, donc les certificats d'économie de produits phytosanitaires. Et on a pu décrire qu'un hectare de chanvre permet 2,21 CEPP. Enfin, le dernier axe sur lequel on s'est concentré, c'est le carbone. Le chanvre, il est capable, comme je vous l'ai dit, de capter du carbone. Et en fonction de marchés aux durées de vie assez longues qui peuvent être considérés comme séquestrateurs de carbone, donc on a le béton de chanvre, l'isolant en chanvre, la plasturgie et le textile. On a mesuré ces 4 marchés via des ACV et ceci nous a permis d'obtenir le CO2 évité et stocké par hectare dans ces 4 marchés. Et en considérant donc ces 4 marchés, on peut estimer qu'un hectare de chanvre permet d'éviter 1,88 tonnes de carbone et de stocker 1,22 tonnes de carbone. Donc maintenant qu'on a ces indicateurs, si on doit les traduire et comment on utilise ces indicateurs concrètement, partons d'une entreprise bénéficiaire, par exemple, qui est désireuse d'améliorer son empreinte environnementale et qui est désireuse de faire un investissement financier dans la filière. Cet investissement, il est directement rétribué aux producteurs qui cultivent le chanvre. Et ensuite, nous, on utilise les services environnementaux rendus par les hectares de chanvre qui correspondent à cet investissement financier. Donc, on traduit environ 300 € par hectare. On les traduit en indicateurs quantitatifs par notre PSE autour des 3 axes que je vous ai présentés, donc l'eau, la biodiversité et le carbone. Et ces indicateurs, ils peuvent ensuite être librement utilisés par l'entreprise bénéficiaire pour alimenter sa politique RSE et même sa CSRD d'ici à 2027. Donc voilà, in fine, l'entreprise, elle reçoit un rapport d'impact qui exprime donc les indicateurs présentés quantitativement et qui permet d'alimenter sa CSRD. Il permet également de garantir l'impact environnemental et social sur les territoires français. Et enfin, de soutenir les agriculteurs, puisqu'on l'a vu, l'investissement, il revient directement aux agriculteurs à hauteur de 80%. Voilà le dispositif qu'on a créé pour structurer notre filière durablement. Et c'est un dispositif qui est en commercialisation depuis 2024 et pour lesquels quelques entreprises se sont déjà engagées et qui vient concrètement améliorer la marge du producteur. N'hésitez pas si vous avez des questions. Complètement disponible. Merci beaucoup Arnaud. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, mais vous avez tous normalement accès à vos micros. Donc vous pouvez aussi lever la main ou poser votre question directement si vous le souhaitez. Ah bah parfait. Hop, je vous laisse, Mathieu, je vous laisse poser votre question. Merci. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, c'est Oui, très parfait. bien. En fait, j'ai 3 questions, une sur la première présentation, une sur la deuxième, et deux sur la deuxième, pardon. Alors, je me présente, pardon. Mathieu Dujani, je suis chargé de mission bas carbone au sein du conseil départemental de la Mayenne. Donc, j'ai plutôt un profil généraliste plutôt que technique. Je travaille sur le changement climatique. Euh, Sur la première présentation, en fait, je me demandais, parce que au vu de mes connaissances, le nombre de projets labellisés, en tout cas sur le label bas carbone, l'autre je connais moins, est assez mineur. Donc, c'est est-ce que le dispositif est pas connu? Est-ce que c'est pas assez rémunérateur? Et en fait, est-ce que les crédits carbone en fait vont couvrir le surcoût des matériaux biosourcés par rapport à d'autres matériaux? Et après, sur la deuxième présentation, j'enchaîne tout si ça vous va. Je me posais la question sur le chanvre. Du coup, c'est une culture qui rentre bien en rotation vis-à-vis d'autres cultures. Et la deuxième, c'est le lien que vous avez avec Terre de Source, qui est assez proche de mon territoire. Donc, je suis assez curieux de savoir, parce que je l'ai vu sur la carte. Merci.
Arnaud, je te laisse peut-être la main au début parce que je pense que ça va être plus rapide. Et Ouais. après, on pourra débattre un peu plus des crédits carbone. Du coup, oui, sur le chanvre dans la rotation, oui, c'est une culture qui s'inscrit dans une rotation et qui revient tous les 4 ans. Et elle est intéressante agronomiquement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tête de rotation, elle est intéressante, puisqu'il a été montré que en moyenne, elle améliorait les rendements des céréales à paille suivantes. Donc voilà pour la première question. Et pour la deuxième, on est interchanvre, on est régulièrement en échange avec Terre de Source, notamment avec Flore Millet, et on participe régulièrement à aider à structurer leurs actions sur le territoire. Donc oui, oui, il y a des actions qui sont en cours auprès de Terre de Source. Et peut-être juste question complémentaire, du coup, les profils des agriculteurs avec vous, c'est essentiellement des profils grande culture. C'est beaucoup grande culture ou polyculture élevage, mais surtout grande culture. Ouais. Et du coup, pour le label bas carbone, enfin si ça vous va, Oui, si vous avez parfait. d'autres questions. Pour le label bas carbone, alors en effet, ces deux méthodologies-là qui sont sur le bâtiment neuf et rénovation sont assez récentes. 2023 pour la première et j'ai plus l'autre date en tête, mais ça doit être 2023-2024 aussi. Et pour l'instant, il y a peu de projets qui sont totalement finalisés. Il faut prendre en compte du coup le temps de construction de ces bâtiments-là qui fait que on n'a pas encore totalement. Il me semble normalement qu'actuellement sur le site, on est encore sur un nombre de crédits carbone estimé, mais puisque les projets ne sont pas terminés, on n'a pas le nombre de crédits carbone totaux. Ce qui fait qu'à date, en effet, on ne peut pas trop, en tout cas nous chez Greenflex, on n'a pas la vision de ce que ça rapporte au maître d'œuvre ou en tout cas à la personne qui porte le projet des crédits carbone. Donc voilà, il y a, et ça c'est peut-être plus un avis personnel, il y a en effet, par rapport au label bas carbone sur toutes les méthodologies côté agriculture, les méthodologies liées au bâtiment sont un peu moins connues à date. Donc en effet, je pense qu'il peut y avoir un peu cet effet-là où il y a peu de projets car ce n'est pas encore développé. Mais il y a pas mal d'initiatives qui travaillent justement à développer ce type de projet. Et je pense à la coopérative carbone à Paris et sur la métropole du Grand Paris, parce que c'est de là où nous sommes à Greenflex. Donc voilà, je sais que eux poussent le label bas carbone. Je ne sais pas à quel point c'est en effet connu à date sur le reste du territoire. Vincent, j'imagine que tu veux compléter ces éléments. Vas-y. Ouais, exactement. Simplement, en complément du label bas carbone, il existe d'ores et déjà un label de bâtiment biosourcé qui s'applique avec 3 niveaux de biosourcé, dans lequel sont intégrés les aspects bas carbone. Aujourd'hui, il n'y a pas de définition de ce que c'est qu'un matériau bas carbone. Il suffit qu'un ciment puisse intégrer un peu d'origine bas carbone, on va le considérer comme un matériau bas carbone. Donc, j'attire juste votre attention sur la différence entre le label bas carbone qui va mélanger un petit peu tout ce qui peut se considérer avec un travail qui est fait sur le bas carbone et le label biosourcé qui, lui, garantit que le bâtiment va être fait avec des matériaux d'origine biosourcée. Voilà, petite nuance. Et le fait d'être en matériaux biosourcés, là, pour le coup, il y a une garantie sur le fait d'avoir, et là c'est tout le travail qui sera fait sur l'évaluation de carbone des matériaux de construction dans le cadre du projet, pourra garantir le niveau. De toute façon, ces niveaux sont réglementés, là je parle que sur le neuf, je ne parle pas sur la rénovation, par la RT 2020. Super. Bah, merci beaucoup Vincent pour ces éléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle avant qu'on passe à la table ronde? Merci beaucoup Mathilde et Arnaud. Si vous voulez en savoir plus sur le chanvre, on revoit Arnaud mercredi prochain, donc avec un webinaire beaucoup plus axé sur quelles sont les cultures qu'on utilise, comment est-ce qu'on les utilise, quel est l'impact agronomique. Donc si vous êtes curieux de davantage d'éléments sur la filière chanvre, on aura le prochain épisode dans quelques jours. Vous êtes évidemment les bienvenus. Et n'hésitez pas, voilà, s'il y a d'autres questions qui viennent, n'hésitez pas. On va passer. Pardon.
Vas-y, je t'en prie. Non, non, pardon, c'était pour remercier tout le monde. Et oui, n'hésitez pas, comme évoqué. Le support de présentation pourra vous être communiqué, enfin, en tout cas, le mien. Super. Bah, on vous enverra les slides en même temps que le lien du replay, je pense en début de semaine, le temps qu'on le mette sur YouTube. Donc, vous aurez les éléments. C'est un lien privé, mais voilà, comme ça, vous pourrez revoir si vous avez envie de revoir les présentations. On va passer à la table ronde, donc avec Simon, Vincent et Fabien. Je crois que tout le monde est là. Je ne sais pas si Fabien, c'est bon pour toi. Je vois Simon et Vincent déjà. Est-ce que tu nous entends, Fabien? Alors, je vous entends, j'essaie de remettre la caméra, mais C'est parfait. Déjà, on t'entend. Déjà, très bien. Super. Euh, Petit rappel, si vous avez des questions au fur et à mesure, on va présenter les projets de chacun, on a un petit déroulé. Mais si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas aussi à lever la main et à les poser. On est une petite trentaine de connectés, donc on a complètement la marge de manœuvre pour faire ça de façon conviviale. On va commencer par présenter nos trois intervenants. Simon, tu es le premier sur la slide, donc je te propose de commencer à présenter le projet qui nous amène aujourd'hui, ce qui a été développé par SCE, et puis voilà, nous donner quelques détails. On a le temps de présenter les trois projets avant de croiser quelques questions, donc je te laisse la main. Alors bonjour à tous. Donc je travaille pour une structure qui s'appelle SCE, qui est une entreprise du groupe d'entreprises qui s'appelle Le Chênelet dans le Pas-de-Calais. Et donc le métier des SCE, c'est de faire de la construction bois, de bâtiments en isolation biosourcée, principalement. Quelques éléments d'histoire. Le Chênelet, la partie bâtiment de Chênelet, elle a eu d'autres noms et elle date des années 1990-1995 probablement. Avec des bâtiments qui à l'époque étaient vraiment prototypaux en bois et d'intégrer un maximum de matériaux biosourcés ou de matériaux locaux au sens le plus strict, c'est-à-dire assez proche des lieux de construction. Et c'est un secteur qui s'est développé et notamment maintenant qui est arrivé on va dire, on a deux grandes gammes de produits qu'on fabrique. C'est des bâtiments en isolation paille d'un côté, qui est un métier qu'on fait depuis longtemps, et deuxième métier qui est du modulaire 3D en bois. Et en gros, on retrouve dans les deux métiers la volonté historique d'intégrer de l'ossature bois, de la construction bois préfabriquée, et toujours un maximum de matériaux biosourcés, que ce soit de la paille, de la fibre de bois et autres tests qu'on a pu faire. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? De toute façon, on aura d'autres questions. Ouais. Bon, voilà, non, il y a à la fois, enfin, je pense qu'il y a un côté intéressant dans notre histoire où on a de l'ancienneté sur tous ces sujets d'intégration de matériaux biosourcés, puisqu'on le fait à l'époque. Enfin, moi, j'ai commencé à le faire il y a une quinzaine d'années et c'était vraiment un très petit sujet. Et alors, autant vous dire qu'il y a 25 ou 30 ans, c'était vraiment des sujets qui n'existaient pas, quoi. Parfait. Et ben, on va avoir le temps d'explorer un petit peu ça de toute façon sur la suite. Je suis en train de regarder si je retrouve des photos de la visite qu'on a pu faire pour mettre dans le chat pour vous donner un peu aussi une idée si ça te va aussi, Simon. Bien sûr. Vincent, je te laisse prendre la relève. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc Vincent Lecard, moi je m'occupe de la filière chanvre au sein de la CAVAC, la CAVAC est une coopérative vendéenne qui a été créée il y a 60 ans, pardon. C'est en 1965. Et il y a une quinzaine d'années, la CAVAC a décidé de créer la filière chanvre dans une optique. À l'origine, c'est venu des agriculteurs, comme c'est une coopérative, pour diversifier les cultures à une période où en 2008-2009, il y avait une très très forte fluctuation dans les cours de blé, et donc d'apporter plutôt de la régularité dans les revenus. Et une fois qu'ils se sont dit, bah, c'est bien de cultiver du chanvre, mais en fait, c'est pas comme le blé, le maïs ou le colza. Il
y a un marché mondial et puis on va le vendre. Là, une fois qu'on a de la paille de chanvre, il faut qu'on la transforme pour en faire des produits ou des matériaux qui vont être utilisés comme matière. Et de ce fait, vous avez la première transformation, puisqu'on prend de la paille, on va la transformer pour séparer la poussière, la fibre et puis la chaîne VOT. Mais une fois qu'on a fait cette première transformation, si on veut apporter encore un peu plus de valeur, eh bien la fibre, voire la chaîne VOT peuvent subir une deuxième, troisième, quatrième transformation en fonction de la filière dans laquelle elles vont partir. Le textile, il y aura plusieurs transformations. Eh bien, la CAVAC a décidé de faire une deuxième transformation dans l'isolation en créant l'isolant Biofib Isolation. Donc, il y a une quinzaine d'années. Vous avez derrière moi l'usine qui a été inaugurée en 2024, qui est l'usine de nappage où on fabrique l'isolant. C'est pas la chanvrière, c'est pas la première transformation. Et donc, ce grand pas, enfin, c'était un grand pas pour CAVAC Biomatériaux, qui a été créé à ce moment-là, parce que la CAVAC travaille essentiellement sur un environnement alimentaire. Et d'aller dans le bâtiment, avec ses réglementations et ses codes, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc, ils ont fait un travail absolument considérable pour arriver à commercialiser un produit qui répond à la réglementation du bâtiment et qui se développe régulièrement. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'un projet, un des premiers projets, j'imagine, qui s'est lancé en France, en tout cas de cette ampleur-là, non? Oui, alors j'étais pas là il y a 15 ans à la CAVAC, mais oui, la chambrière était déjà dans le. Alors, pour nuancer un petit peu sur les cultures et sur les surfaces, en fait, vous avez la chambrière qui représente, sur la carte que vous avez vue tout à l'heure, la chambrière représente à peu près 60% du marché du chanvre en France. Donc, effectivement, on est sur des grandes surfaces. Pour les autres chambrières, on est plutôt sur des plus petites surfaces qui sont liées effectivement avec de la polyculture, c'est-à-dire que ce sont des parcelles entre 5, 10, 15 hectares qui vont être intégrées dans une ferme qui fait à la fois du céréal, mais qui a aussi de l'élevage, qui récupère le lisier, qui est traité et qui va le dépendre sur des parcelles qui demain accueilleront du chanvre. Et le chanvre est une superbe tête d'assolement avant les rotations, parce qu'elle va permettre de régénérer la terre, tu vois, ce qui a été dit tout à l'heure, et pour régénérer la terre et puis la biodiversité. Et donc ensuite, effectivement, les plantations qui suivent, en général, c'est du blé d'hiver. Les rendements sont améliorés, ça dépend des saisons aussi, entre 5 et 8 quintaux l'hectare. Voilà. Ok, merci beaucoup. Avant de te laisser la main, Fabien, il y a une petite question de savoir si on pouvait faire du chanvre dans le Haut-Var. Je ne sais pas si c'est pour Vincent ou pour Arnaud, si l'un de vous a la réponse. En fait, en tout cas, je pense que Fabien viendra compléter ce que je dis. En tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'augmentation et le changement climatique avec ces grosses périodes de chaleur, ça dépend à quel moment elles tombent. Il faut savoir que le chanvre a une périodicité de culture qui commence de fin avril jusque début juillet. Voilà. Donc je connais pas bien le climat du Haut-Var, comment il est. Mais en fait, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que le chanvre aime les terres riches. Parce qu'il comme il pousse vite, il lui faut de l'énergie dans le sol pour pouvoir pousser. Je suis très, très aligné avec ce qui a été dit. Ouais, c'est dans le Haut-Var. Il me semble que c'est des terres plutôt caillouteuses et nous, on a une vision avec des cartes qui datent du 19e siècle où il faut savoir qu'il y avait 179 000 hectares de chanvre et la région méditerranéenne était une des seules qui était sinistrée avec assez peu d'hectares en chanvre sur cette région. Merci pour ces compléments. Du coup, je laisse la parole à notre dernier intervenant, à Fabien. Je te laisse, pareil, te présenter un petit peu le projet et après on rentrera dans le vif du sujet.
Bonjour à tous. Donc voilà, ma caméra est de mauvaise volonté. Donc moi, je suis agriculteur depuis un peu plus de 15 ans. Et dans le projet de reprise, ben, donc j'ai cherché des débouchés pour une ferme qui n'était pas énorme. Et de par mes études, donc moi j'ai fait bio-ingénieur en génie rural et environnemental. Donc je me suis intéressé à la construction de paille. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de rencontrer d'autres personnes qui étaient prêts à s'investir là-dedans et qui ont ensuite fondé d'ailleurs PailleTech. Et donc on s'est lancé ensemble dans le projet de produire des petits ballots de paille de construction. Donc ça c'est il y a 15 ans. Voilà. Et donc on a galéré ensemble pendant un certain temps pour arriver à une vitesse de croisière dorénavant où eux comme moi on produit pas mal. PailleTech n'est pas du tout mon seul client. Mes clients vont d'une petite cabane illégale au fond des bois jusqu'à le complexe Jules Ferry à Aulnoy-les-Valenciennes, qui est probablement le plus gros projet que j'ai fourni. Et donc, il y a 15 ans, ben, j'ai vraiment été le premier à lancer le ballot professionnel. Et donc, j'envoyais des ballots en France, en Allemagne aussi. Ça tend à diminuer, à part un peu le nord de la France, puisque le marché se développe dans les pays limitrophes, et donc des producteurs prennent leur lait plus localement. Voilà. En parallèle de ça, bah, donc, il y a une filière chanvre qui s'est développée en Belgique. Et donc, on a lancé avec plusieurs collègues. On a porté ça à bout de bras pendant des années jusqu'à obtenir une coopérative, une usine. Voilà. Et tout ça a complètement capoté, malheureusement. Et donc, il ne reste rien de la filière chanvre en Belgique. Voilà. Donc, pour un petit tour d'horizon. Maintenant, dans mes clients, ben, donc j'ai vraiment de tout, hein, de le particulier, le professionnel. J'ai de plus en plus de sociétés de structure bois en préfabriqué qui placent des ballots en préfabriqué comme option dans leur gamme. C'est quelque chose qui se développe. Voilà. On a Sandra qui nous demande ce qui s'est passé sur la filière chanvre. Alors, je ne sais pas si Fabien, tu as des Là, éléments ou si Anne-Sophie, tu veux compléter aussi. on peut prévoir un séminaire de plusieurs heures. Merci. Je ne pense pas qu'il faut me lancer sur toutes mes considérations par rapport au capotage de la filière chanvre. Mais donc, en fait, c'est un problème typique agricole et peut-être que c'est l'occasion de placer un mot là-dessus parce que le problème est le même dans la paille, même si les investissements derrière sont beaucoup plus faibles, c'est ce qui rend la paille plus robuste. Mais en fait, dans le monde agricole, on souffre énormément de filières émergentes où en fait le monde agricole est très demandeur de filières émergentes et se lance un peu à corps perdu dans ces nouvelles filières alors qu'il n'y a pas de demande en fait. Et donc l'énorme péché de la filière belge vis-à-vis du chanvre, c'est d'avoir précédé la production, d'avoir fait précéder la production à la demande. Voilà, et c'était un pari. Donc moi j'ai fait un peu le pari pour la construction paille avec des investissements qui à mon échelle sont très importants, mais ça reste raisonnable avec d'autres débouchés possibles pour les ballots de paille que la construction. Mais c'est un pari et on va dire qu'en Belgique, on l'a perdu. Voilà, il y avait plein de filières émergentes pour le chanvre, des débouchés, des contraintes européennes sur la recyclabilité des matériaux qui ont été battues en brèche. Voilà. Il faut savoir que quand l'usine de défibrage a été lancée en Belgique, dans le mois qui a suivi, la région wallonne a supprimé les aides à l'isolation écologique, par exemple. Voilà, on vit dans un pays où la cohérence n'est pas vraiment la qualité première. Voilà, donc on a été soutenu ni par les pouvoirs publics, ni par la demande. Voilà, il y avait un espoir. Enfin, on a fait de la fibre textile, voilà, dans une région du monde où il n'y a plus moyen de faire du fil textile à base de matière végétale, en tout cas. La France a fait un énorme pas en avant en relançant une filature, mais à part ça, il ne restait rien. Voilà. Bon, en plus de ça, ça restait pas évident le financement d'une nouvelle filière. Et donc, voilà, il y a des banques qui sont intervenues, qui ne sont pas vraiment le problème. Il y a des investisseurs privés qui sont un peu plus complexes à gérer, peut-être un peu gourmands et un peu inconscients de la réalité agricole. Voilà. Merci. Je ne sais pas si Anne-Sophie, tu voulais compléter. Tu n'as pas ton micro est coupé. Hop, pardon. Pardon. En effet, c'est un sujet qui a été beaucoup débattu et
Fabien était au cœur de l'action, donc je ne vais certainement pas le contredire. Et je voudrais aussi peut-être ajouter que le fait qu'on ait tenté de mettre cette filière sur pied, ça prouve bien qu'en fait ça marche et que si la demande était plus importante, la filière est là en fait, elle est prête, elle a répondu présent. Et je dirais que l'autre problème majeur qui a été relevé, c'est que un acteur de la transformation s'est désisté et donc à partir du moment où il manque un gros maillon de la chaîne, bah, il n'y a plus vraiment de chaîne et donc euh, en voulant rester positif, oui, c'est un échec sur lequel on peut apprendre et on se rend compte qu'en fait, on sait la structurer. Hein. C'est juste que il n'y avait peut-être pas toutes les cartes sur la table à ce moment-là. Mais je vois que Monsieur Hannequart a envie de réagir. En fait, c'est pour compléter parce que je souscris complètement à ce qui vient d'être dit précédemment. C'est-à-dire que euh, quand on précède de beaucoup la production à la demande, et quand la demande est financée par de la subvention, le montage n'est pas très fiable et n'est pas très durable. Et de ce fait, quand j'entends dire que l'objectif est de doubler les surfaces en France dans les prochaines années, certes passer à 50 000 hectares, c'est très bien. Où va aller la chaîne vote? Où vont aller les fibres qui vont être produites? Je pense qu'il faut suivre aussi l'évolution du marché, parce que en fait, il y a une ferveur agronomique à la culture du chanvre. C'est super, parce que c'est une plante qui est juste extraordinaire. Je ne vois pas ce qu'on peut lui reprocher. Maintenant, il faut effectivement pouvoir assurer je dirais la chaîne de valeur complète et permettre à l'agriculteur d'avoir un revenu durable et robuste, qui est un mot qui devrait faire écho dans l'univers du biosourcé. Et la robustesse ne peut pas fonctionner par de la subvention. Il faut quand même l'avoir bien en tête. On est quand même dans un monde économique. Voilà. Merci pour... Je suis d'accord avec ce que vient de dire Vincent. Et l'objectif de la présentation du PSE, c'est pas abonder en étant une carotte pour faire venir des agriculteurs. L'objectif est d'améliorer le revenu sur des agriculteurs déjà présents. Et on est complètement aligné sur le fait que l'enjeu est d'apporter la valeur ajoutée à l'agriculteur et un revenu durable pour faire que ce soit pas seulement une culture qu'on essaye, mais qu'on adopte à long terme avec des marchés existants et pérennes. Donc, pour ma part, je vois beaucoup d'initiatives en lien avec le monde agricole, mais donc je parle du chanvre, de la paille, mais ça marche aussi pour le bio, où en fait, le maillon le plus facile à encourager, c'est le maillon agricole. C'est vraiment beaucoup plus facile que de développer l'industrie. Et donc, c'est souvent là que des moyens sont mis, mais sans tenir compte. Voilà, chez nous, on a, pour le bio, voilà, on est à 12% de bio, ça diminue chaque année, et ce qui vise, c'est le 30%. Voilà, c'est complètement désolidarisé de la demande et d'une réalité pratique. Et donc, ça crée des catastrophes dans le monde agricole parce que des gens qui sont convaincus par le discours, que ce soit sur le chanvre ou sur le bio, ben, se lancent, prennent des risques et derrière, ça ne marche pas. Il faut pousser le monde agricole à partir du moment où la matière agricole deviendrait trop chère parce que trop rare. Le jour où on manquera de chanvre et que le prix commence à flamber parce qu'il y en a trop peu ou parce qu'il y a trop peu de paille, ce jour-là, on augmente les surfaces. Mais avant, c'est une catastrophe. Voilà. Et on voit que les catastrophes s'accumulent. Hein. Donc la patate en Belgique souffre d'un problème encore une toute autre dimension. Et c'est l'apocalypse au niveau des prix, où le prix a été divisé quasi par 10 sur un an. Voilà. Et donc enfin, moi j'ai une énorme méfiance par rapport au fait de pousser le monde agricole à développer. On développe la demande, le monde agricole il suit. C'est relativement simple de persuader du jour au lendemain 10 fermiers de soudainement se mettre à faire des petits ballots ou à produire du chanvre. Moyennant un peu de mécanisation, c'est assez facile en fait.
Merci pour ces compléments. Je ne sais pas si Anne-Michel, vous aviez une question, vous vouliez compléter, donc je vous laisse, vous pouvez activer votre micro normalement. Je voulais apporter un élément très concret que Fabien connaît bien pour montrer à quel point la difficulté de la mise en place sur de certains produits issus du monde agricole. En fait, c'est uniquement l'année dernière qu'on a réussi à obtenir un lambda certifié pour les ballots de paille, en 2025. Et donc, jusque-là, le ballot de paille, parce qu'il était 100% biosourcé, n'était même pas reconnu comme étant un produit labellisé produit biosourcé, parce que c'était une logique de mélange. Donc, il y avait une espèce d'absurdité légale qui était dedans. Et donc, je voulais vraiment appuyer ce que tu as mentionné, Fabien, c'est que si le marché n'existe pas, ou qu'on n'a pas en tout cas les conditions pour que les produits mis sur le marché soient utilisés par les auteurs de projets ou par les mandataires d'offres, on pousse effectivement des agriculteurs dans la fosse, quoi. Et il faut vraiment travailler des deux côtés, aussi bien en aval, mais surtout en amont, mais surtout en aval, au niveau de la mise en œuvre et de la garantie qualité des matériaux. Oui, et de fait, la reconnaissance des matériaux de base, hein, que sont le chanvre et la paille, mais c'est très difficile parce que les enjeux financiers sur les matières de base, en tout cas, sont très faibles, hein. Donc, la valeur isolante de la chaîne vote, je ne suis pas sûr que même en France, elle soit officiellement reconnue. Est-ce qu'il y a un lambda sur la chaîne vote VRAC? Je ne pense pas. Donc, il y a une valeur qui existe, mais à quel point est-ce qu'elle est reconnue? Et pour ce qui est du lambda de la paille en Belgique, ben, dorénavant, mes ballons ont été reconnus après plusieurs analyses. De là à dire que c'est une valeur qui est un peu fixée dans le marbre et sur laquelle on ne reviendra pas, voilà, c'est pas du tout une valeur universelle, quoi. Donc, c'est quelque chose qui, moi, me frustre, que les matières de base, on parle de biosourcés maintenant depuis suffisamment longtemps, les pouvoirs publics devraient dire, voilà, de la chaîne vote, telle densité, telle qualité, c'est tel lambda, même chose pour la paille, et on pourra avancer un petit peu, il n'y aurait pas ce doute permanent sur ces matières de base. Vincent, tu voulais compléter? Oui, alors je voudrais pas monopoliser la parole là. En fait, je voulais répondre à Sandra qui dit on peut ne pas trouver les produits en matière de biosourcés. Ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est que les capacités, en tout cas je parle pour la France, les capacités industrielles telles qu'elles ont été installées par les usines, par les industriels, aujourd'hui on peut multiplier par 2 les ventes tout de suite. C'est-à-dire que si la demande augmente de façon importante, sans même investir, sans même augmenter, on peut monter par 2. Alors, je ne parle pas que pour le chanvre, je parle de façon générale sur le biosourcé. Voilà. Oui, je pense que c'est Donc, C'est la même chose en Belgique. Ouais. c'est pas les quantités qui manquent, et d'autre part, l'utilisation de la ressource, ça représente 2% des ressources disponibles. Donc, vous voyez, franchement, si on multipliait par 2 l'utilisation de biosourcés, on passerait de 2 à 4% d'utilisation des ressources, ce qui reste quand même pas beaucoup. En Belgique, les usines de production, elles sont entre 20 et 40% des capacités des outils industriels existants. Voilà. Et donc, quand je dis 20 et 40%, c'est non seulement les rotations de production, mais c'est également la disponibilité de la matière première. Donc, il n'y a pas du tout de pénurie au niveau de la matière première, des intrants. Mais c'est bien plutôt de nouveau la demande qui fait en sorte qu'on ne produit pas. Maintenant, il est vrai que sur certains projets, il y a un décalage dans le temps qui n'est pas toujours facile à gérer. Je parle surtout pour la paille, hein, qui est un matériau qui prend Oui. quand même beaucoup de place, où de fait, je ne stocke pas des montagnes de ballots sans avoir derrière des consommateurs. Et donc, c'est un problème pour les projets, surtout les projets publics, qui sont des appels d'offres. Et donc, on me dit, ah ben, peut-être qu'on aura l'appel d'offres et que peut-être qu'on le fera. Mais je n'ai aucune garantie, contrairement à des constructeurs qui me signent un bon de commande en disant l'année prochaine on fait notre construction paille. C'est vrai que c'est pas toujours simple de gérer ça, mais c'est quelque chose qui va devoir s'installer dans les appels d'offres publics, de pouvoir faire certaines démarches pour réserver les matériaux avec un peu d'avance quand même. Parce que même si la possibilité de production est là, il faut encore le produire et il y a une partie du travail qui est quand même saisonnier. Merci beaucoup. Et Nathalie, je vois que vous avez mis un commentaire aussi sur le sujet, sur le pacte bois biosourcé pour engager la maîtrise d'ouvrage. Si vous voulez compléter, apporter des éléments de vive voix, c'est aussi avec plaisir. Il n'y a évidemment pas d'obligation.
Mais en tout cas, merci pour ce complément. Oui, bonjour. Donc moi, je travaille au Conseil régional de Bretagne et effectivement, ben, la commande publique est un levier. Donc, on met des critères progressivement. En fait, hein, on a changé en fait le schéma des achats responsables pour intégrer un pourcentage de biosourcés dans les opérations immobilières déjà que porte la région, notamment sur les lycées, pas que, mais ça c'est pour ce qui concerne la région. Et puis à échelle là pour le coup nationale, il y a donc les pactes bois biosourcés qui ont été mis en place donc, globalement dans toutes les régions. On est une des dernières à l'avoir signé l'année dernière de mémoire, où là vraiment on va chercher l'engagement de bailleurs sociaux, de promoteurs pour aussi que ça donne de la visibilité en fait aux producteurs de biosourcés. Donc moi j'ai envie de dire côté on ne peut pas faire beaucoup plus que ça, nous, déjà, de mettre ces engagements, parce que quand même, le pacte bois biosourcé, on engage des mètres carrés, hein, des opérations qui sont annoncées. Et là encore, il y a des différents niveaux d'engagement, or, argent, etc. Vous pouvez regarder sur le net, hein, vous les trouverez. Mais pour voilà, faire se rencontrer l'offre et la demande. Donc c'est plutôt encourageant. Enfin, de mon point de vue, on essaie d'encourager que l'offre et la demande se rencontrent. En tout cas, ça répond à un vrai besoin, a priori, vu tout ce qu'on vient de dire. Donc, merci beaucoup d'avoir pris la parole et pour ces compléments. Avant de repasser notamment la parole à Simon, on a beaucoup parlé de champs, on va reparler paille. Il y a encore une question chambre, donc on va quand même y répondre. D'un point de vue accessibilité de la récolte, est-ce que le chanvre peut être installé sur des zones de captage d'eau potable? Je sais pas, peut-être plutôt Arnaud ou Vincent, je vous laisse. Vas-y Arnaud. Non, non, mais si Vincent peut répondre, il n'y a pas de souci. Vas-y, Arnaud, Ouais, le chanvre est en effet intéressant sur les zones de captage via son aspect zéro phyto. Il a été largement poussé par les agences de l'eau justement pour être implanté au niveau de zones de captage, donc pas de souci pour la récolte. Super. Et ben, merci beaucoup pour ce petit complément de réponse. Simon, du coup, on a beaucoup parlé justement des freins quelque part où on n'a pas encore la demande, comment est-ce qu'on développe le marché. Est-ce que toi, tu as un retour d'expérience à partager sur le sujet de comment est-ce que vous trouvez des clients, vous développez éventuellement de nouveaux projets pour répondre à la demande? Comment est-ce que tu peux réagir à ça? Alors, je me rends compte à vous écouter que la filière paille vous rencontre les mêmes difficultés que les filières chanvre, hein. La question du client, alors j'ai deux points sur la question du client. Je pense qu'il y a alors, un retour d'expérience fait dans les structures de Shenley, c'est qu'on s'est dit, bon, alors il y a une bonne quinzaine d'années, on s'est dit, on a du mal à trouver des bailleurs qui veulent construire en paille, parce que c'est cher, parce que c'est pas leur volonté, parce que. Et du coup, on a créé une des structures qui est une structure qui a été créée, qui est bailleur social et qui a, du coup, être son propre client d'une certaine manière, ça facilite la discussion avec le client. Et ça permet de mettre autant de biosourcés qu'on veut. Ça a très bien marché historiquement. La limite, c'est que bah, c'est toujours un nouveau métier et que du coup, c'est toujours des métiers pareils, qui ont leur propre cycle. Enfin, le métier de bailleur social, c'est des métiers de financement, de plein de choses qui sont très différentes, de levée de fonds, et ainsi de suite. Donc, je peux dire qu'on a exploré la piste être son propre client, on crée son propre client. Ça marche pas mal. La limite, c'est que il faut connaître, enfin, la limite, c'est que le métier de son client est déjà compliqué. Moi, ce que je vois, la limite avec mes clients, c'est quand même globalement un problème de prix. Quelle que soit la typologie de bâtiment, c'est qu'en fait, qu'on s'entende bien, la partie isolation dans un bâtiment bois, en structure bois que j'isole en chanvre, en fibre de bois, en paille, tout ça, ça va être un écart de prix très faible parce que même si les isolants ont des écarts de prix même importants entre eux, sur le prix d'un bâtiment, c'est quelques dizaines d'euros du mètre carré. Donc mais les clients sont quand même pas toujours prêts à les mettre. Et ben, en réalité, c'est d'abord un problème de prix. C'est que si on arrive à étaler l'écart de prix entre
la paille ou la fibre de bois ou chanvre et de la laine de roche ou de la laine de verre ou que sais-je, bah, j'arrive à placer les produits. À la limite, aujourd'hui, c'est une question de prix. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive à avoir des meilleurs prix? La difficulté, c'est que c'est un peu l'œuf ou la poule. Il faut avoir des industriels, des métiers pour produire moins cher, d'une certaine manière, en plus grande quantité. Et c'est là que je suis des fois un peu circonspect quand on discute de subventions et ainsi de suite. Je pense qu'on combat d'une certaine manière des très 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 gros industriels avec des moyens gigantesques qui sont enfin, des structures mondiales, hein. Et que bah, ce ne serait pas anormal d'avoir des aides un peu de l'État, des régions, des départements, de qui sais-je, pour aider à développer des usines de taille, bah, des tailles qui permettent en fait d'avoir un prix à la fin qui est extrêmement compétitif. Et je pense Ok. que cette histoire de prix, elle a beaucoup plus d'impact pour le coup, par exemple, sur de la rénovation, là où il se passe des volumes d'isolants gigantesques en France. Enfin, la rénovation en France, c'est très bien financé. Il se passe des volumes gigantesques, voilà, de laine de roche, ainsi de suite, où les gens font de l'isolation par l'intérieur. On est en France, ne criez pas, les Belges, c'est comme ça en France. Mais là, pour placer de la fibre de bois, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'effectivement, le prix du mètre cube de fibre de bois a tout de suite, par exemple, moi je mets beaucoup de fibre de bois, mais a tout de suite de l'impact dans le prix final au client. Et le client préfère avoir quelques euros de remise du mètre carré parce que bah, c'est toujours son argent. Et là, je pense qu'avoir des produits industriels en très très grande quantité bah, permet de placer quand même des produits biosourcés. Je laisse la parole dans une seconde. Vincent, juste quand tu disais Oui, on oui, se bat, non, les très gros, c'est je veux dire les filières conventionnelles du bâtiment, c'est ça? Oui, t'as Saint-Gobain et Ouais, autres. ouais, tout à fait. On l'a. Je ne connais pas de structure en France de biosourcés qui soit de leur taille. Oui, Je peux me tromper, oui, hein, c'est je ça. peux oublier. Mm. C'est que quand même, on est face à des entreprises installées dans un autre, mais c'est tout à fait le même domaine. Enfin, moi, c'est mon domaine, la construction. Chez les cimentiers, tu as deux, trois cimentiers mondiaux, enfin, en gros, des Français extrêmement gros, et ils ont des usines voilà, et donc ils peuvent produire un produit en extrêmement grande quantité. Ils sont sur le marché, ils détiennent 98% du marché ou 95%. C'est clairement une structure dominante, et voilà, Ouais, c'est eux qui donnent le prix de marché. ok. Vincent, je te laisse Ouais. compléter, pardon. Oui, en fait, en complément, les grands groupes sur le biosourcé, faut reconnaître qu'aujourd'hui, tous les groupes qui étaient sur des métiers, des matériaux traditionnels sont en train d'intégrer dans leur offre du biosourcé. Et ce biosourcé qu'ils intègrent ne vient pas forcément, à part une exception, de leurs propres usines. Ils font sous-traiter. Et d'autre part, il y a un sujet de matières premières, et en particulier, alors sur le bois, ça l'est un petit peu moins, mais dès qu'on va être sur le végétal, je ne vois pas et je ne pense pas que Saint-Gobain va aller sur la filière chanvre, parce qu'il y a une maîtrise de la matière première qu'il ne pourra pas avoir, étant donné qu'il faut être connecté avec le monde agricole et que la plupart, comme l'a dit tout à l'heure Arnaud, euh, toute la filière chanvre repose sur des coopératives qui ne sont pas forcément compatibles sur la partie transformation. Voilà. Et donc, en ayant intégré la transformation, on a complètement la chaîne de valeur de l'amont à l'aval, et c'est une des caractéristiques d'ailleurs de la CAVAC, c'est qu'on a plus une trentaine de filières qui sont intégrées, que ce soit du végétal à l'animal ou même au champ, enfin, qui est dans le végétal. Voilà. Euh, Ça, c'est un premier point. Et un tout petit point pour compléter ce que Simon a dit, c'est que sur la rénovation, il y a beaucoup d'isolation. Effectivement, il ne faut pas oublier aussi une chose dans la rénovation des maisons, le coût des matériaux, c'est 2 tiers de main-d'œuvre, 1 tiers de matériaux. Donc, il faut relativiser le prix du matériau. Étant donné que dans la rénovation, il y a relativement beaucoup moins de matériaux, là où dans le neuf, il y a beaucoup plus de matériaux et moins de main-d'œuvre. Alors, quand on fait des grosses rénovations, oui, ça s'assimile à des chantiers neufs, mais sur de la petite rénovation, 2 tiers de main-d'œuvre, 1 tiers de matériaux. Je crois qu'il faut pas oublier juste un point dans la réno, c'est la réno auto-faite par les gens, c'est-à-dire les Oui, gens qui vont acheter chez Leroy Merlin, Bricoman ou que sais-je, boîte de. Et,
qui brassent, eux, des volumes d'isolation qui sont colossaux. Le colossal, c'est parce que là, on vient de faire un observatoire et on a une vision à peu près assez claire. Enfin, les réseaux de distribution et ce que font la GSB, ils sont comme une mesure par rapport à ce que font les volumes qui passent par le réseau professionnel. Et en fait, le particulier, certes, il fait de la rénovation par lui-même, mais la grosse partie de la rénovation, ça passe quand même par le réseau professionnel. La majorité, hein. On a, Est-ce que tu as un ordre de grandeur que tu peux partager ou c'est encore... je vais dire une bêtise, donc je préfère pas Ok, lâcher de pipe. bon, t'as une Mais majorité. très clairement, je veux dire qu'on est à plus de 2 tiers, 1 tiers, largement. C'est même, ouais, c'est 20%. Ok, ça marche, super. Merci pour la Un ordre de précision. grandeur, c'est peut-être 20, 25, voilà. Sandra, je vous laisse Oui, conclure. j'arrive pas à voir si j'ai levé la main ou pas. C'est bon. C'est juste, moi, je viens de la maîtrise d'ouvrage en bâtiment et j'ai travaillé entre autres chez des bailleurs. Et moi, j'ai l'impression il y a deux enjeux. Il y a un enjeu pour les professionnels, c'est-à-dire pour les projets publics, etc., de tranquillité d'esprit par rapport à des certifications. Voilà. Et donc, quand on a des filières industrielles, on a l'argent pour faire toutes les validations nécessaires. Quand on les a pas, et je pense à la filière de la terre, par exemple, ben, en fait, on n'a pas forcément les validations derrière et ça, c'est compliqué. Et c'est une espèce de prise de risque dans un métier qui est quand même très chargé, en fait, où on a énormément de choses à gérer en même temps. Et après, pour le particulier, que ce soit de la rénovation, mais je pensais même à la construction, en fait, on n'a pas les mêmes offres clés en main si on veut faire construire avec du biosourcé, par exemple. Vous voulez faire construire une maison, on va dire, habituelle en Vendée, et peut-être je vous rencontrerai, Vincent, parce qu'on est sur le même territoire, Avec que plaisir. je réfléchis à un projet sur ce sujet-là. Mais ben, on trouve des constructeurs, on trouve des choses clés en main. J'ai l'impression que ceux qui font construire en biosourcé, c'est quand même des gens très engagés, très militants, qui se forment eux-mêmes avec un peu de participatif parfois, etc. C'est pas tout à fait les mêmes filières. Et peut-être il y a des choses à développer aussi parce que des gens qui sont prêts à mettre un peu plus, en plus c'est un peu plus, il y en a peut-être, mais de toute façon, il y a aussi la question de la charge mentale et de la facilité. Et je pense que dans les marchés publics, c'est aussi un peu la même chose, en fait. C'est que quelque part, tout à l'heure j'évoquais, alors j'avoue, je ne maîtrise pas, mais je sais que j'avais entendu parler d'une filière chanvre qui s'était montée dans le Nord avec un bailleur qui avait cherché à dégager un volume régulier de réhabilitation de maisons parce qu'il voulait justement favoriser le chanvre et qu'il n'était pas sûr d'avoir en face. Enfin, en gros, on lui disait oui, bah, si tu es sûr, on va produire, mais comme enfin, effectivement, c'est des appels d'offres, et s'il n'y avait pas la régularité, on avait du mal en fait, à enclencher tant qu'on n'avait pas les volumes. Donc, c'est un peu effectivement l'œuf et la poule. Que l'un de vous veut rebondir, j'imagine, sur ce qu'on vient de se dire. En fait, le monde du bâtiment est un monde extrêmement réglementé. Et donc, un nouvel entrant qui arrive sur le monde du bâtiment, et en particulier s'il veut répondre à de la commande publique, doit répondre à la réglementation en vigueur. Ce qui facilite pas l'accès, et on travaille vraiment beaucoup avec entre autres le CSTB et d'autres organismes pour les inciter à assouplir des réglementations qui ont été conçues il y a très longtemps par et pour des matériaux qui ne sont pas des matériaux biosourcés. Donc il faut faire évoluer ces réglementations bâtiments pour les adapter au biosourcé. Ça, c'est le premier point, donc c'est un gros boulot. Et la deuxième chose, c'est que les habitudes de construction ont été faites sur des matériaux habituels, enfin classiques, et non pas sur des matériaux biosourcés. Et donc il y a un changement culturel qui est lié à l'absence de connaissances sur la filière bâtiment. Et là aussi, c'est un gros frein au développement du biosourcé. Outre le coût qui peut être selon le... Après, ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas comment ça va atterrir, et c'est plutôt de nature à favoriser le biosourcé. On va voir là dans les mois qui viennent. Parce qu'il y a quand même un train d'augmentation assez important sur tous les matériaux, et dans une moindre mesure sur les biosourcés, parce qu'on est peu énergivore.
Aujourd'hui, Ouais. sur les coûts et le biosourcé, je pense que la conjoncture va effectivement être favorable au biosourcé, au bois et ainsi de suite, qui demandent moins de transfo. Et Oui, alors nous, complètement. moi, dans mon expérience personnelle, on a vu sortie Covid et guerre en Ukraine. En gros, on a quand même eu un gros développement de nos activités, nous, notamment sur du modulaire, par exemple. Là où avant, on était vraiment à la ramasse en termes de prix par rapport à du modulaire métallique, on s'est retrouvé bord à bord. Là où on avait vraiment un train de retard. Et je pense que c'est quand même les coûts d'énergie, les coûts d'augmentation dans le métal et ainsi de suite qui d'une certaine manière, nous ont aidés. Le bois a pas tellement, a augmenté moins vite. Et du coup, les prix se sont quand même vachement rapprochés. Puis on va avoir un effet C'est- ciseau avec la RE 2020 aussi, pardon, je l'ai pris la parole. Avec les paliers de la RE 2020 qui vont s'appliquer, en tout cas en France. Bah, Bien sûr. aujourd'hui, le palier à venir, 28, l'Intec a fait une étude, donc là, je pense qu'on peut s'appuyer sur l'Intec. L'Intec, c'est l'organisme qui fédère tous les économistes, c'est ceux qui font les calculs dans la construction. Eh bien, arrive à une plus-value de l'ordre de 5% en biosourcé. Pour autant que la conception est intégrée des biosourcés. Si on part d'une conception classique et qu'on se dit, tiens, en fait, finalement, il faut que je mette des biosourcés, là, c'est vrai que les surcoûts peuvent s'envoler. Donc, il faut vraiment travailler dès le point de départ. Merci. J'attendais voir si quelqu'un voulait Ouais, rebondir. je peux dire qu'en Belgique, la situation est, en Belgique, la situation est vraiment très analogue, hein, sur l'entièreté de ce qui a été dit. Et la certification des matériaux, donc on a quand même envisagé à un moment d'essayer d'avoir un ATG sur les ballots de paille. Voilà, mais on est toujours à un stade où l'ATG, c'est de l'ordre de 100 000 euros au départ et 25 000 euros par an. Voilà. Même du temps où on avait l'usine de chanvre, on ne savait pas payer un ATG sur quoi que ce soit. C'est pas du tout accessible pour même des moyennes entreprises. Voilà. Et ce système-là est conçu au départ pour des grosses entreprises internationales. Euh, il devrait être altéré et je pense que le cluster se bat un peu pour ça, le cluster éco-construction en Belgique, pour justement qu'on ait des procédures autres pour les matériaux de biosourcés. Alors Fabien, je te dis en primeur, on a effectivement, c'est l'équivalent d'un ATEC, c'est les IIDI, qui est une espèce d'agrément qui sera donné pour un an, de manière à pouvoir justement tenter de lancer une production. Mais on en reparlera si tu veux. Donc tu m'appelles Ok. quand tu veux. C'est avec l'UBATC qu'on a mis ça au point. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres freins un peu réglementaires, notamment Fabien, que tu vois, ou c'est vraiment ces autorisations-là qui sont dominantes? Non, au niveau réglementaire, il y a peu de freins. On souffre comparativement à la France, que le marché belge est très petit. Ouais. Et donc, le nombre d'acteurs qui sont présents et prêts, on va dire, à financer certaines démarches ou à mobiliser des forces est très limité. Et donc, on n'a pas le poids du réseau français de la construction paille, par exemple, qui a réussi à fédérer sur un territoire énorme, énormément d'acteurs et d'avancer. Voilà, on n'a pas du tout cette capacité-là, euh, malheureusement. Voilà, et donc, c'est un frein, quelque part, pas réglementaire, mais structurel. Voilà, on est toujours content de suivre la France. Merci. Et on regarde honnêtement avec jalousie le chauvinisme français qui, dans le monde agricole, fait merveille chez vous. Je pense qu'en France, il y a peu de campagnes pour les produits locaux. Voilà. Chez nous, même avec des grosses campagnes de produits locaux, les gens ils achètent étrangers. Donc voilà, le chauvinisme français est aux yeux de l'agriculture, en tout cas, une énorme qualité. Et d'ailleurs, enfin, moi, ça m'enchante de voir que la filière chanvre en France, elle repose sur des agriculteurs, des coopératives. Chez nous, si la filière chanvre se lance, je peux vous dire comment elle va se lancer. Et dorénavant, c'est un industriel qui mettra la main là-dessus et qui fera de la sous-location de terres agricoles, comme on le voit dans les pommes de terre, on le voit ça dans le lin. Mais le monde agricole ne touchera jamais un cent euh, d'une culture émergente. Voilà, c'était la tentative avec la coopérative Belchanvre, mais voilà, sans succès. Et malheureusement, le monde agricole est toujours le parent pauvre chez nous. Voilà.
Merci pour cette précision. On peut peut-être justement parler du lien aux agriculteurs, parce que je pense que vous avez du coup tous les trois des façons différentes de faire. Donc je vais peut-être juste poser un peu les questions qui viennent, mais Vincent, j'imagine qu'il y a des spécificités techniques qu'il faut aussi faire passer, former les agriculteurs, ceux qu'on au début en tout cas. Donc peut-être comment ça se passe. Simon, comment du coup il n'y a pas ce lien coopératif, comment vous trouvez les agriculteurs avec qui travailler. Et puis Fabien, plutôt cette logique de comment on travaille à plusieurs pour développer la filière. Donc je ne sais pas qui veut commencer, et j'aimerais bien vous entendre sur le sujet. Moi, je veux bien commencer. Nous, alors, historiquement, on est allé chercher un agriculteur pour faire des ballots pour nous. Euh, et vraiment par la méthode c'est le cousin du gars qui bosse là-bas. Tu le connais, de toute façon, c'est le village d'à côté. Enfin bon, forcément, on connaît des agriculteurs dans notre région, donc on a été en motiver un qui n'était pas si motivé, donc on a acheté une presse avec lui. Et puis depuis, on lui achète plusieurs milliers de ballots par an. Ce qui plafonnait chez nous était la méthode de stockage, de comment je fais l'été, comment je ramasse les ballots dans les champs. Et là, on a beaucoup profité de, oh, on va mettre ça dans des remorques, on mettra les remorques au sec, et puis on ira rechercher remorque par remorque au fur et à mesure de nos besoins. Avec effectivement cette contrainte de, bon, il faut penser au mois de, je sais pas à quelle période c'est planté, mais très tôt dans l'année, on te demande ce que tu vas faire l'année prochaine. Pas juste l'année, mais bon. Donc tu Tu vois. sors ta boule de cristal et tu te dis, ouais, je vais répondre à des trucs, mais pas trop, machin. Ouais. Ça marchait bien, mais c'était un peu. Des fois, on avait des petits coups l'année suivante, au mois de mai, de merde, le blé n'est pas encore là, ou l'orge de printemps n'est pas encore là. J'ai des murs à isoler, va falloir que je patiente un peu dans l'usine pour avoir le temps d'arriver aux moissons et ainsi de suite. Ceci dit, entre-temps, le RFCP, les formations ProPaille, tout ça, c'est beaucoup développé en France. Et du coup, il y a une offre d'agriculture, de ballots de paille qui s'est énormément diversifiée, hein, développée. Et si bien qu'on est arrivé à... Alors, j'ai toujours cet agriculteur-là avec qui je travaille de manière un petit peu, on va dire, empirique, très ancienne. Ça marche très bien, on a nos petites habitudes. Mais j'ai complété plus d'une fois avec des agriculteurs des Hauts-de-France qui, là, pour le coup, tu rentres dans ils ont des ballots, tu as un délai, tu as un prix, tu vas chercher avec un camion, et puis ça marche bien, c'est un tout petit peu moins de charme, mais, ça permet de dépanner dans l'année quand il faut. Voilà, où nous, on s'est retrouvé à avoir notamment un bout d'usine dans les Ardennes, là, dans les Ardennes françaises, et du coup de dire, c'est pas logique de prendre des ballots du Pas-de-Calais pour dans les Ardennes françaises, donc trouver des agriculteurs là-bas, ou dans le proche là-bas, pour compléter le besoin en ballots. Mais ça, alors la méthode a perdu du charme un peu en 10 ans, 15 ans, mais elle a la vocation d'être beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Et c'est des ballots qui peuvent être. Enfin, est-ce que c'est des ballots spécifiques construction ou tu peux reprendre des ballots qui sont stockés pour N raisons et que tu retravailles derrière? Nous, c'est que des ballots spécifiques construction, c'est du petit ballot, sachant que tu te rends compte que ça, on a déjà affronté ça, bon, et ils n'ont pas tous la même presse, évidemment, pas tous exactement la même tolérance, le même. Donc, ça a des fois posé un peu des problèmes de structure, d'anthrax, de matériaux, de choses comme ça, parce que à quelques centimètres près, c'est pas exactement le même ballot. Donc, tu as quand même des fois intérêt à connaître tes fournisseurs, à dire, ah ouais, lui, il fait des ballots un petit peu plus gros, lui un petit peu plus petit. Il y a des petites finesses. Mais c'est la finesse c'est pas un matériau industriel. Euh, Effectivement, le point extrêmement particulier de la paille, c'est zéro transformation. Tu passes du champ à ton atelier, il n'y a pas d'usine entre deux. Merci beaucoup. Est-ce que Vincent ou Fabien voulaient compléter? Sur la partie agricole, en fait, moi, mes patrons, c'est des agriculteurs, hein. Très clairement. Donc, ils suivent de près. En fait, ce qui est passionnant, là où je me situe, c'est que j'ai un pied dans l'agriculture et puis un pied dans l'industrie. D'un côté, il y a la partie amont de la production, avec la montée en puissance de l'activité qui nous amène à monter en puissance aussi, d'avoir de plus en plus d'agriculteurs qui cultivent du chanvre.
Et à aujourd'hui, on est à plus de 2000 hectares, là où il y a 3-4 ans, on était à 1200 hectares. Et donc, moi, je passe une petite partie de mon temps avec l'équipe Agri d'aller évangéliser les agriculteurs pour leur expliquer tout le bien fondé de faire du chanvre, d'intégrer du chanvre dans la rotation. Voilà. Et pour les côtoyer et passer un peu de temps avec eux, on arrive, et je pense que ça fait un bon lien juste après, c'est que le chanvre est en concurrence avec d'autres cultures quand on regarde l'euro hectare que ça rapporte. Outre les aspects, en fait, on a un noyau de convaincus qui se disent le chanvre, c'est intéressant sur le long terme parce que c'est le meilleur aérateur qu'ils connaissent pour la terre. Au-delà du mécanique, c'est vraiment c'est le meilleur. Et donc, c'est pas un investissement. Il ne faut pas regarder juste l'euro hectare, mais il faut regarder tout le bien fondé que le chanvre peut apporter sur la parcelle, sur la terre et sur l'environnement. Et ça, il y a un noyau dur d'agriculteurs qui y croient et qui restent sur le chanvre, quoi qu'il arrive, etc. Et puis, il y en a d'autres qui regardent juste l'euro hectare et qui vont être plutôt opportunistes, court-termistes, à dire cette plantation est intéressante en ce moment, je vais mettre celle-là, et puis on verra l'année prochaine si c'est toujours aussi intéressant par rapport au cours d'autres variétés. Bon, c'est une autre philosophie, hein, c'est pas tout à fait pareil. Et les modèles de culture du chanvre sont aussi différents selon qu'on intègre, selon les variétés que l'on cultive, dans lesquelles il peut y avoir de la graine qui vient rajouter du revenu supplémentaire, ce que nous n'avons pas globalement dans nos cultures. On fait vraiment que du chanvre pour la fibre et la chaîne-botte. Ok, super, merci beaucoup. Je vois le temps tourner. Fabien, est-ce que toi tu veux compléter sur la relation? Puis après, on posera une dernière question. Donc, disons qu'il y a eu d'énormes enjeux dans la filière chanvre autour du fait de persuader le monde agricole d'embrayer. Et donc, on est tombé dans les mêmes types de discussions sur la rentabilité de la culture, la compétition avec d'autres, le fait d'éventuellement faire de la graine pour avoir une plus-value. Et je reviens à mon histoire d'acheter local. Donc, au départ, une bonne partie des fermiers qui ont embrayé sur le champ étaient en agriculture biologique en Wallonie. Parce que de fait, tout l'avantage agronomique est encore plus important une fois qu'on est en bio. Et la graine le chènevis avait vraiment une valeur très élevée en bio. Mais évidemment, là, on a combiné toutes les parts de mon discours de tout à l'heure sur l'éco-construction et sur le bio, les deux étant malheureusement pénalisés. Et donc, au départ, on achetait à l'agriculteur de l'ordre de 1200 euros la tonne de chènevis semi-brute, on va dire. On s'est rapidement retrouvé 2-3 ans après avec de la graine qui venait des pays de l'Est, donc certifiée bio, décortiquée, livrée à 450 euros. Voilà. Et donc, évidemment, ça devient compliqué alors de placer la graine sur le marché. Et donc, c'est encore plus difficile d'assurer la rentabilité auprès du monde agricole. Donc, c'est vraiment un enjeu important. C'est dommage que ces matériaux qui ont des caractéristiques tout à fait incroyables soient quand même en général des revenus relativement planchers pour le monde agricole. Et de fait, le chanvre en Belgique, c'est pas évident parce qu'on a beaucoup de bonnes terres. Et sur les bonnes terres, c'est pas compétitif. Voilà. Ok. Alors, la conséquence de ça, c'est que c'est des agriculteurs qui ont des moins bonnes terres qui en mettent. Mais donc, alors, on a des problèmes de culture, des problèmes de récolte et une filière, du coup, qui se porte moins bien. Donc ça reste un peu juste, somme toute. Donc, sauf dans des régions où il n'y a pas d'autres débouchés. Voilà. Et je pense que la France est un peu plus dans ce cas-là, où il y a des zones de chanvre où il n'y a pas 36 autres débouchés non plus. Voilà. Chez nous, jusqu'à nouvel ordre, il y a des contrats pommes de terre très avantageux, des contrats de lin, des contrats de légumes. Voilà, le territoire n'est pas grand, donc toutes ces industries se promènent un peu sur tout le territoire et donc la compétition est plus forte. Voilà. Pour la paille, à ce stade, persuader le monde agricole, il n'y a pas suffisamment de demandes. Voilà, jusqu'ici, moi, je suis passé à une échelle
qui peut paraître industriel. Je produis quand même beaucoup de ballots. On a passé à un système mécanisé donc pour avoir des groupes de ballots. Donc c'est ce qu'on appelle des packs. Où en une fois, on a un gros ballot qui contient, lui, 21 petits. Voilà, ça permet la manutention mécanisée tout du long jusque sur chantier. Voilà, et effectivement, on peut largement augmenter la production sans demander à des collègues de le faire. Voilà. Mais, euh, mais ce serait tout à fait possible, je pense, de persuader les collègues de faire ça. Merci beaucoup. Il nous reste 4 minutes. Ça laisse 1 minute par personne pour peut-être, si vous avez un mot de la fin, un conseil ou quelque chose qu'on n'a pas dit qui vous paraît important à évoquer aujourd'hui. Je ne sais pas lequel d'entre vous veut commencer sur un petit mot de la fin. Sauf s'il y a des questions, d'ailleurs, j'en ai pas revu, c'est affiché, mais n'hésitez pas s'il y a une question pressante dans les dernières minutes aussi. Est-ce que l'un de vous veut commencer sur un petit mot de la fin? Si vous avez un conseil, notamment, je pense, pour des gens qui aimeraient soit développer un bâtiment ou en tout cas utiliser du biosourcé, soit se lancer dans la filière, ça peut être intéressant. Je vais commencer. Enfin, utiliser du biosourcé, je ne vais pas dire que c'est facile, mais on en trouve partout. Voilà, donc vraiment, il y a de quoi faire. Et les filières s'organisent. Preuve en est le rassemblement cette semaine à Nantes avec le Carrefour du Bois, Carrefour international du Bois, où il y avait une très très belle représentation, outre évidemment de toute l'industrie, de toute la filière du bois, mais pas mal de biosourcés. Et puis le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que pour réussir le montage d'une filière, il faut en fait démarrer en même temps et que les vitesses soient coordonnées. Alors entre la production et générer la demande. Voilà. Ce qui n'est pas forcément simple. Et la tentation est plutôt d'aller plus d'un côté que de l'autre. Et si on déséquilibre cet équilibre-là entre l'offre et la demande, bah forcément, comme ce sont des filières jeunes, ça sera difficile de maintenir l'équilibre économique. Et tout ça pour vous dire que tout ça, ça chambre tout. C'est un bon mot de la fin. Simon, Fabien, je ne sais pas si vous voulez rebondir, compléter. Sinon, il y a une petite question dans le chat qu'on prendra aussi. Je vois la question, c'est Sinon, je peux la prendre. C'était si vous vouliez dire un mot de la fin, mais la question, sinon, elle est sur la recyclabilité des matériaux. Je ne sais pas si vous avez un petit élément de réponse sur le sujet. On parle plus de compostabilité, en l'occurrence, que de recyclabilité. Donc pour la paille, de fait, lors de la destruction d'une construction, et c'est valable pour la plupart du chanvre aussi, ce sont des matériaux qui se compostent tout simplement. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autres utilisations prévues à ce moment-là. Même si, donc moi, je fournis également de la chaîne vote en vrac, en sec, comme isolant. Et là, en fait, c'est tout à fait récupérable et réutilisable dans une autre construction directement. Mais ce qui est intéressant aussi par rapport aux matériaux conventionnels, qui le sont beaucoup moins, je pense. Oui. Qui accessoirement se dégradent alors que les biosourcés se dégradent peu en général, voire pas du tout. Je dois vous laisser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Pour tous ces échanges. Bon après-midi. Merci encore. Eh bien, il nous reste 1 minute. Est-ce que Simon, Fabien, vous voulez un mot de la fin? Sinon, je clôture. Moi, petit mot de la fin qui est quand même de l'optimisme, déjà le fait d'avoir ce genre de discussion, mais les filières existent, se développent, c'est quand même rassurant. Voilà. Et après, un petit conseil, c'est à nous tous aussi d'aller communiquer et changer l'imaginaire autour du biosourcé ou créer l'imaginaire autour du biosourcé pour que les gens aient envie en mettre plus, en mettre en permanence. Et comme ça fera que, je ne sais pas si c'est l'œuf ou la poule, mais effectivement, ça fera le client ou le besoin et l'industrie suivra. Merci beaucoup. Fabien. Moi, je vais placer mon petit mot sur la paille que j'aime bien. Donc,
c'est le fait que la construction paille, la paille n'a qu'un seul défaut, c'est de ne pas en avoir. Voilà. Et en fait, c'est un vrai défaut. On en a discuté entre professionnels de la paille, parce que c'est trop beau pour être vrai. Et parce qu'on lutte contre des années de désinformation sur le sujet. Mais réellement, la construction paille a des détails techniques particuliers, mais n'a vraiment aucun défaut et elle coche toutes les cases. Et je pense qu'on peut étendre cette réflexion-là au chanvre. Voilà, on coche toutes les cases de l'avenir auquel on fait face aujourd'hui. Et donc, il y a plus de raison qu'il y ait le moindre frein. Et chaque année qui passe, en fait, on est compétitif en plus. J'ai fait le pari il y a 15 ans, on était déjà compétitif. Ça ne va faire que s'améliorer. La question, c'est à quelle vitesse ça va se faire, mais on va gagner du terrain chaque année. Super. Et ben, un grand merci à tous les 3 à 4 avec Vincent qui est parti. Merci pour ces échanges et merci à tout le monde pour les questions, pour les discussions. Et on se retrouve mercredi prochain à 13h à la même heure pour la suite sur la partie Zoom agronomique. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.